Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Parlons de la situation, parlons de la situation sans préciser laquelle. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible, il faut qu'ils rentrent chez eux. Je serai content quand tu seras mort, les conneries. Oui, mais on pourrait très bien... la France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants ? Totalement, absolument. Ce que je dis, pas ce que je fais, mais ce que je dis. Si tu fais comme moi, Je baise la mère de Bardella. Voilà. Je baise la mère de Bardella. Voilà. Marine Le Pen et Marion Maréchal sont des putes. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Nous sommes en guerre. Fabuleux quand même. Depuis 4 ans, Emmanuel Macron, le président de la République que le monde entier nous envie, parle de la guerre. C'était le Covid, il y a eu un peu de réchauffement climatique, bien sûr, Russie-Ukraine, et puis maintenant... Élections européennes, et comme vous le savez, dimanche, les jeux seront faits, mais déjà, rien ne va plus. Tout se passe comme si on votait en se bouchant le nez. Ah oui, vraiment, il y a... Alors, oui, il faut voter. Oui, mais non, ça ne fait pas plaisir, c'est pas bon, mais vous savez, comme disait l'immortel Gérald Darmanin, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va en parler, effectivement, de l'état des lieux avec Pierre-Yves Rougeron, qui connaît la musique, et puis, on va évidemment parler un peu après cela, des manœuvres, des grandes manœuvres de ces législatives. Vous savez, dans l'entre-deux tours, les désistements, bien sûr, ça y est, c'est fait, c'est fini, depuis 18h, terminé. Et nous allons recevoir Babette de Rosière. Babette de Rosière est candidat LRRN aux législatives dans les Yvelines, et elle a reçu des propositions. C'était presque Marlon Brando dans Le Parrain. Je lui ai fait une offre qu'elle ne pourrait pas refuser, mais elle a refusé. Alors elle va nous expliquer pourquoi. Sandrine Rousseau, évidemment, toujours Sandrine Rousseau. Que ferions-nous sans Sandrine Rousseau? Et puis vous allez entendre un homme d'extrême droite qui va s'exprimer, qui va dire des choses qui vont vous étonner également. Et enfin Raymond Devos, bien sûr Raymond Devos, qui a tout dit sur ces élections. Vous allez voir. Et en seconde partie d'émission, nous recevons Henri Guénaud. Henri Guénaud, évidemment, que vous connaissez, qu'on ne présente pas. Ancien conseiller Nicolas Sarkozy, essayiste, écrivain et auteur à la 7e fois, Les murailles tombèrent. C'est son plus récent livre. Et on va faire aussi un peu l'état des lieux au-delà des élections. Alors, comment va la France, monsieur? Elle tourne ou elle ne tourne plus, monsieur? Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Extraordinaires élections, c'est vrai. Tout à fait étonnantes. Car aujourd'hui, on vote en se bouchant le nez. On entend du matin au soir et du soir au matin. Entre les deux tours, nous sommes entre les deux tours, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on entend? Oui, je sais, ça fait mal, ça fait triste. Mais quand même, vous savez, il y a des priorités. Le moins pire, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, je t'aime, moi non plus. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Jamais Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont été aussi d'actualité. Vous entendez, effectivement, vous avez entendu le sanglot long des désistements non pas de l'automne, mais de l'été, qui berce nos cœurs d'une langueur pas très monotone. Alors, je rappelle, 221 désistements, 221. 132 de la gauche, 83 du camp présidentiel, des macronistes et autres, et puis le reste, bien, quelques... Voilà. Et alors, ça a provoqué quand même, on entend, vraiment magnifique, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre quelques exemples. Le retrait d'un candidat insoumis devrait favoriser Gérald Darmanin dans le Nord. Comment? Un candidat insoumis de la France insoumise se rebelle disait la police je hais la police tue, etc., tout sauf la police. Ils vont voter pour le ministre de l'Intérieur.
C'est quand même intéressant. Et Elisabeth Borne, dans le Calvados, même chose. Le retrait d'un candidat de la France Insoumise, enfin en tout cas du nouveau Front Populaire, va voter pour Madame 49.3, alors qu'il dénonçait du matin au soir cette espèce de... mais vraiment quoi, presque de fascisme du 49.3. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. 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 Écoutez, heureux de vous recevoir. Comme toujours, vous êtes président du Cercle Aristote. Je rappelle que vous êtes éditeur, que vous publiez chez Jean-Cyril Godefroy et dans votre propre maison d'édition Perspective Livre, des auteurs que nous avons souvent reçus. Pierre-Yves Rougeron, on va parler de ce qui se passe. De quoi s'agit-il vraiment? Cette créolisation peut-être des élections ou de la vie politique en ce moment. Mais auparavant, on va écouter 2 extraits. Alors, un extrait de quelqu'un que vous n'avez pas entendu depuis longtemps. Oui, franchement, depuis très longtemps. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn est sorti de son silence pour dire qu'il allait voter. Et pour qui il allait voter, écoutez. Même si mes principes font que je n'aime ni la partie extrême de LFI, et je ne mélange pas tous les LFI là-dedans, ni le Rassemblement National, nous sommes devant un choix qui n'est plus celui-là, qui était peut-être celui-là au premier tour, mais qui n'est plus celui-là. Il est clair que les seuls qui peuvent constituer une majorité tout seuls, c'est le Rassemblement National, et les seuls qui peuvent constituer une majorité relative avec des alliés à trouver, c'est encore le Rassemblement National. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de choisir, enfin ce qu'il faut essayer de faire, c'est choisir entre 2 situations mauvaises. La moins mauvaise, c'est qu'il ne soit pas majoritaire tout seul. Ça veut dire que vous, Dominique Strauss-Kahn, vous vous imaginez mettant théoriquement un bulletin LFI dans l'urne? Oui, j'ai pas de problème à cela. Pas de problème à cela, bien sûr. Écoutez, c'est très embêtant. Qu'est-ce que vous voulez? Entre 2 malheurs, entre 2 maux, il faut choisir le moindre, dit Dominique Strauss-Kahn. Et ce matin, Gabriel Attal aussi exprimait cette espèce de chuintement, de plainte. On sent la douleur, mais que voulez-vous? Il y a des nécessités dans la vie. Écoutez sur France Inter ce matin, Gabriel Attal. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont dans la situation de Stéphane. Et qui effectivement sont quelque part perdus et au 2e tour ont des difficultés à se positionner. Moi je le redis ici, tout me sépare de la France Insoumise. Jamais je ferai d'alliance avec la France Insoumise. Aujourd'hui la France Insoumise n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le Front National, est en situation d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays. Donc ça fait pas plaisir, évidemment, à beaucoup de Français de devoir faire barrage au Front National en utilisant un autre bulletin qu'ils n'auraient pas voulu. Moi, je le dis ici, je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire. Voilà, notre responsabilité, ça fait pas plaisir. Voilà, on entend ça effectivement de tous les bords, de ce qu'on veut appeler, ce qu'ils cherchent à appeler l'arc républicain. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Pierre-Yves Rougeron, on assiste à quoi depuis quelques jours? On assiste, disons, à la fin de la représentation macronienne. Emmanuel Macron a toujours aimé être sur scène, a toujours aimé être un homme de théâtre, et là, il a joué à pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire qu'il avait 2 choix. Quand il a décidé la dissolution, je vous le rappelle, il y a plus de 3 mois. Maintenant, certains médias mainstream l'ont reconnu, c'était un plan. Puis c'est Pierre-Yves Rougeron, c'est le père en tout cas d'Emmanuel Macron qui a donné une interview au Dauphiné et Libéré, qui a dit, alors c'est la responsabilité du père, qui a dit, enfin c'est le père d'Emmanuel Macron qui a dit, mon fils me l'avait dit depuis 3 mois. Vrai, pas vrai, voilà. Ah non, mais aujourd'hui on sait que c'était au moins le cas depuis 3 mois. Oui. Or, il a joué à 2 grands scénarios. Parce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est que soit il fait en sorte que le Rassemblement National prenne Matignon et il commence un scénario Mitterrand de pourrissement 86-88 dans l'optique de neutraliser le Rassemblement National pour la prochaine présidentielle. Soit il élargit le grand gouvernement central en plumant la volaille LFiste. En réalité, il est très mitterrandien. Hein. Ouais. En plumant la volaille LFiste, comme d'autres ont plumé la volaille communiste. Alors vous me direz, pourquoi faire tout ça? Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire aux auditeurs. Ça peut faire plaisir à beaucoup de gens de voir Emmanuel Macron en apparence décontenancé.
Et Dieu sait qu'à titre personnel, ça me fait plaisir à moi aussi. Mais je pense qu'il faut se rappeler que c'est un homme particulièrement retors et que, comme on disait dans d'autres temps, il gouverne mal, mais il se défend bien. Or, je pense qu'il a fait le calcul suivant. Il faut se mettre dans la tête de qui il est. Lui, ce qui compte, c'est que le système qui domine la France, le seul système dans lequel il croit, le système euro-mondialiste, ne bouge pas. Et pour l'instant, il n'a pas bougé. Et ensuite, il reste, comme tous les siens, dans la théorie dite de l'omelette de Monsieur Juppé. Vous voyez, vous avez le cercle de la raison au centre, donc le jaune, et vous avez les deux extrémités à couper. Comme on peut plus les couper à cause de la grogne sociale, on va les castoriser l'une contre l'autre, dresser les gens les uns contre les autres, et ça, Emmanuel Macron, et vous le savez mieux que personne, cher André Berkoff, il n'a pas son pareil. Les gilets jaunes, le Covid, c'est l'homme debout au milieu du chaos, mais surtout c'est l'homme debout au milieu de la haine, Emmanuel Macron. Et il aime ça. C'est Caius Detritus. C'est Caius Detritus chez Goscinny. C'est son truc. Et il est, rappelez-vous, il y a 6 mois, André, 6 mois, après le 7 octobre, il commence à nous dire, à faire dire par ses lieutenants, que le Front National n'est pas si non républicain que ça, que le vrai problème c'est LFI. Mélenchon participant de sa propre diabolisation, comme Le Pen en son temps. Et là, d'un seul coup, on réouvre les portes. Pourquoi ? Parce que on a fait monter la pression dans 2 électorats que le bloc central ne peut plus avoir. On les dresse l'un contre l'autre et on les castorise l'un contre l'autre. Et donc, qui règne à la fin ? Le bloc central. Et alors justement, alors Pierre-Yves Rougeron, mais est-ce que cette stratégie qu'il a effectivement et qu'il aurait depuis déjà quelque temps, voire quelques années, et effectivement on peut tout reprocher à Emmanuel Macron, sauf d'être intelligent et d'être stratège et calculateur, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais quand même, et je dirais de toute façon, on peut dire cela, Pierre-Yves Rougeron, quand même. Merci Macron d'avoir mis les Français en face de leur responsabilité. Parce qu'on aurait pu rester 3 ans, il n'y aurait pas eu la dissolution, il y aurait eu les élections européennes, comme vous dites, von der Leyen est réélu, ses sbires aussi, tout va bien dans le meilleur des mondes européo-mondialistes. Bon, il aurait pu dire, bon, écoute, on va attendre, il n'y a pas d'urgence, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lance ça. Alors, est-ce qu'il lance ça, comme vous dites, pour se dire, ils vont se déchirer, on a vu les échéants, les désistements, et puis il n'y aura pas de majorité absolue, en fait, pour le Rassemblement national, dont je vais pouvoir manœuvrer, ou bien au contraire, il est prêt à la jouer, vous dites, entre les 2 hypothèses que vous avez évoquées, la première, effectivement, cohabitation avec le Rassemblement national, encore faut-il qu'il ait la majorité absolue, ils l'ont dit, Bardella l'a dit, mais après ça, est-ce que c'est plutôt, lui, gouvernement de coalition, est tiré, selon la théorie de l'œuf, de l'omelette ? Alors, là, je pense qu'il a lancé les dés et que la France insoumise lui a donné la réponse en baissant son pantalon. Parce que maintenant que M. Mélenchon s'est rendu, comme disait François Hollande, Jean-Luc Mélenchon n'a qu'un seul défaut, il a été au Parti Socialiste 30 ans, ça le suivra toute sa vie, et croyez bien que Flamby connaît bien la maison. Or, maintenant que M. Mélenchon s'est rendu, alors je rappelle que pour les hommes de M. Mélenchon, Emmanuel Macron, c'était l'abomination de la désolation il y a 15 jours. Hein. Donc, maintenant qu'il s'est rendu, eh bien, le bloc qui sera censé vaincre le Rassemblement national pour la prochaine présidentielle est constitué. De toute façon, l'objectif, c'est très simple, André Berkoff. Emmanuel Macron veut terminer la destruction de la Constitution de la Ve République. Et pour ça, il ressuscite les apparentements. Exactement comme on le faisait contre les gaullistes. Mis à part que là, on le fait contre Bardella. Mais ça y est, la 4e République, et vous aviez reçu Éric Branca, je crois, il n'y a pas longtemps là-dessus, la 4e République et sa pourriture est de retour. Ça y est, Emmanuel Macron a terminé son travail de destruction. De toutes les manières, il veut que le corps social ne se coagule pas contre lui. C'est aussi simple que ça. Et là, maintenant, le corps social ne se
coagulera plus, il n'y aura pas de paix civile. Pardonnez-moi, commentaire extérieur. Il n'y aura plus de paix au sein du bloc populaire, pour parler comme Jérôme Sainte-Marie. Ouais. Et donc, le bloc central est pour l'instant sécurisé. Après, Emmanuel Macron, son pire ennemi dans cette situation-là, est le pire ennemi de son successeur, qui qu'il soit. Ouais. C'est Emmanuel Macron lui-même. Parce qu'il aime tellement la haine qu'il a encore 2 ans et demi pour augmenter la pression sociale. Et croyez-moi, il le fera. Voilà, on va en parler juste après, on va continuer à parler Pierre-Yves Rougeron après cette petite pause, parce que effectivement certains lui ont dit c'est Caligula, c'est Néron, d'autres etc. l'ont affublé de divers qualificatifs. Mais au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui quand même, n'y a-t-il pas eu un plafond de verre libéré? Est-ce qu'il n'y a pas eu une parole ou même des actes? On verra, qui votera verra dimanche, mais on va continuer d'en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. La France, les bureaux de vote, etc., etc. Nous sommes toujours avec Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, écrivain, éditeur. On attend son prochain livre pour parler effectivement de stratégie électorale. Alors on est allé plus loin là, puisqu'il est allé jusqu'aux prochaines présidentielles. Et en tout cas, ce qui se passe. Mais Pierre-Yves Rougeron, parlons un peu quand même, ne les oublions pas. Est-ce que c'est désistement? À votre avis, moi je me pose la question, on n'a pas... Est-ce que c'est désistement? Est-ce que les gens qui ont voté pour tel ou tel ou tel, qui ont voté, comme on sait, pour le Rassemblement National, qui ont voté, comme on sait, pour le Nouveau Front Populaire, qui ont voté, etc., est-ce que ces gens-là, qui ont leurs convictions, qui ont leurs opinions, qui sont totalement contrastées, est-ce que les désistements, est-ce que quand un cacique du parti, ou une hiérarchie, ou etc., dit voilà, on va désister parce que faire barrage, tout sauf et pas une voix pour, on connaît le normal, très bien. Est-ce que les gens, les hommes, les femmes qui vont voter, et je vous rappelle qu'il y a eu 70% de votants, alors qu'on entendait 55 à 56 quand même, c'est intéressant. Est-ce que ces gens-là vont suivre, eux, alors que les gens, les candidats, on comprend qu'ils suivent les consignes du parti ou de la formation, est-ce que les Français vont suivre là, ou ne vont pas soit s'abstenir, soit mettre les mains dans les poches en disant, vous me demandez, moi, électeur d'Édouard Philippe, suivre Édouard Philippe et voter pour un communiste, ou moi, ceci ou cela, est-ce que, parce que quid des Français? On a parlé des grandes manœuvres, mais quid des Français, des électeurs? Ça, c'est toujours très difficile à dire. On estime que dans un électorat, la consigne du parti, déjà, il y a 20% de l'électorat visé qui l'entend pas et qui n'en tiendra pas compte. Ah oui, 20% au moins, oui. D'accord. Si vous voulez, donc, et qui votera de toute façon, et particulièrement dans une élection aussi clivée que celle-ci, comme toutes les élections législatives décorrélées de la présidentielle, ça devient des élections législatives ultra clivantes. Tout à fait. La certitude du vote, elle est déjà faite chez l'électeur pour les 2 tours. Là, ceux qui vont être interrogés, c'est ceux particulièrement de la France insoumise qui se sont désistés, ou pire, des candidats macronistes, parce que là, prenez les 2 situations, André Berkov. Oui. Vous êtes électeur à LFI, vos intérêts de classe, parce que le porte-monnaie ça compte quand même. Ben bien sûr. Quel que soit, parce que l'antifascisme, ça remplit pas le frigo. Donc, vos intérêts de classe, c'est quoi? Voter pour un macroniste qui a détruit vos conditions de vie depuis 7 ans, ou voter pour quelqu'un du Rassemblement National qui souvent est de la même classe sociale que vous, et qui a un programme sur lequel il faudrait regarder à 2 fois. Là, d'un seul coup, votre cœur balance. Mais encore plus si vous êtes macroniste. Parce que si vous êtes macroniste, vouloir voter pour quelqu'un de la France insoumise que vous avez insulté depuis des années, en les hitlérisant, même s'ils y ont participé, et d'un seul coup, devoir aller voter pour eux, alors qu'ils représentent la même piétaille populaire
en partie du moins, parce que il y a quand même beaucoup de CSP+, dans la France Insoumise. Mais même s'il y a peu d'ouvriers à la France Insoumise, le discours ouvriériste de la France Insoumise, le macroniste moyen, il ne le supporte pas. Il a voté Macron pour plus entendre ça. Et lui, pour le coup, je pense que son transfert pour voter communiste ou pour voter LFI, là, pour le coup, n'est pas certain. Autant l'antifascisme peut faire marcher les neuneux, autant, pour un électorat aussi près de ses intérêts de classe que l'électorat macroniste, aller voter pour la LFI, je pense que là, va falloir plus que mettre des pédiluves devant et des passes à linge devant les urnes. Donc, en fait, effectivement, l'inconnu reste sur les résultats de dimanche, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Premièrement, ce qui est une bonne chose, parce que ça, si vous voulez, faut se rappeler, André, qu'on a fait les systèmes électoraux pour éviter d'avoir la violence comme arbitre politique. Donc d'un côté, mieux vaut que le système électoral marche. Si vous voulez, on n'est pas dans une élection oligarchique ou de parti politique. Vous savez, comme disait Pasqua, une élection interne dont on connaît pas les résultats 3 mois à l'avance, c'est inutile. Or là, pour le coup, c'est pas le cas. Laissons un peu de liberté aux Français. Absolument. Et laissons un peu de liberté aux Français. Néanmoins, tout est fait pour maintenant que le bloc central se reforme. Mais surtout, je le crains. Emmanuel Macron peut au moins regarder une de ses victoires en face. C'est qu'il a, si vous voulez, il y a eu des choses terribles qui ont été dites dans cet entre-deux tours, André. Et, si vous voulez, la quinzaine antifasciste, puisqu'on nous refait la énième quinzaine antifasciste depuis 2002, elle est haineuse au dernier degré. Ça laissera de terribles traces dans l'opinion. Et je pense que ce n'est pas pour déplaire à notre Néron acheté sur Wish. National. À votre avis, justement, vous avez écouté, bien sûr, comme tout le monde, le rap fait par 20 rappeurs, le No Passaran, vous savez, qui a été le grand truc, là. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais quand même, Nick, Marine et Bardella, etc., on en a parlé dans le Marine et Marion les putes, Nick Zemmour, je baise les faf, faut pas qu'il passe, il y a mon poste sous OQTF, etc. De l'autre côté, c'était, oui, tu partiras, sans les mettre en équivalence, bien sûr. Il y a eu effectivement beaucoup de haine, il y a une France plus clivée que jamais, mais ça, face à face et côte à côte, on le sait. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas mal quand même d'avoir fait cette épreuve de vérité? On verra ce qu'elle donnera. C'est quand même une bonne chose, vous croyez pas? De toute façon, moi je pars du principe que quand il n'y a pas de souveraineté, la démocratie est un théâtre d'ombre. Et tout ce qui peut déchirer le voile du théâtre d'ombre est bon. Notre ami Charles Gave dit souvent « Mieux vaut la fin de l'horreur que l'horreur sans fin ». Je répondrai par un grand penseur souverainiste qui est mort cette année, que j'aimais beaucoup, qui est un de mes proches, Norman Palma, qui avait emprunté une des devises de l'aviation « Tout atterrissage est un bon atterrissage ». Merci Pierre-Yves Rougeron. Écoutez, qui votera verra, on va suivre tout cela. Et je rappelle, lisez les livres que publie Pierre-Yves Rougeron, aussi bien chez Jean-Cyril Godefroy que dans les Perspectives libres. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et moi, j'habite chez une copine et évidemment, ça a été la chanson non dite, le mantra, la chanson de Renaud, de cet entre-deux tours quand même qui décidément défraye la chronique et pour de très bonnes raisons. Et je suis tombé sur un tweet de Babette de Rosière, qu'on connaît bien ici. Bonjour Babette de Rosière. Bonjour. Bonjour. Très Comment heureux. Ça va? C'est bien. Écoutez, je me rappelle à Sud Radio de quelques bons entretiens que nous avons eus ensemble. Oui. et vraiment, et ça me fait plaisir de vous recevoir, Babette de Rosière. Vous avez publié un tweet que j'ai lu et alors il m'a vraiment interpellé. J'ai dit il faut que j'ai Babette au téléphone, c'est pas possible. Depuis dimanche,
avez-vous écrit, je reçois des appels des sbires de Macron, Thierry Solaire notamment, le chef de cabinet de Gabriel Attal et bien d'autres, qui me demandent de me désister en faveur de Nadia Haye en échange d'un poste de ministre ou de préfet. Je ressens cela comme une injure. Je rappelle que vous êtes sur la liste LRRN dans le 7e circonscription des Yvelines, Babette de Rosière. Alors comme ça... Oui, c'est bien ça, hein, c'est bien ça. C'est bien ça, ça va même beaucoup plus loin, parce que maintenant je reçois des menaces de mort, je vais même aller à la gendarmerie pour déposer. Mais tout ça, ça ne m'effraie pas. Tout ce qui m'interpelle, c'est que je suis chez moi tranquillement dans la nuit. Oui. Premièrement, je vois sur mon portable chef de cabinet d'Attal. Je dis tiens, mais comme c'était la nuit des élections, je me dis peut-être c'est normal qu'on m'appelle à cette heure-là, le temps de déposer ça. Et là on me dit voilà, qu'est-ce que tu fais de ta Fiuco? Alors moi, je suis surprise. Oui. Je dis, mais pourquoi il me pose cette question-là? Oui, parce que ce serait bien que tu te désistes. Je dis, pourquoi me désister? J'ai pris ça très très mal d'ailleurs. Je l'ai pris très mal. Oui. Finalement, je l'ai envoyé dans les cordes. Et là-dessus, quelques temps après, vers 2h, je sais pas quelle heure, 1h du matin, je vois Thierry Solaire. Oui. Thierry Solaire qui m'appelle, là il me connaît, c'est quelqu'un, j'ai même fait sa campagne, donc il vient tout bon enfant, il parle de très loin pour me dire alors j'ai vu tes trucs sur internet, enfin il rapide large. Oui. Et moi je l'attends. Oui. Et puis il me dit écoute Babette, voilà, mais c'est vrai, combien ils ont fait Rousseau, combien ils ont fait, comme s'ils connaissaient pas. Moi je suis le jeu, je me laisse porter. Et il me dit, écoute, mais si tu es troisième, mais moi, ce que je te propose, c'est de te retirer. Je sais pour me retirer, pourquoi? Donc, je le fais parler, mais j'ai mis quand même mon enregistrement pour enregistrer tout ce qu'il me dit. Bien il sûr. Me dit, oui, parce que tu comprends, si tu te désistes, tu donnes la majorité provinciale. On peut mettre en avant un député pour la majorité présidentielle. Si tu te désistes, c'est pour Macron, etc. Donc, moi, je suis entré dans une colère, j'ai dit, comment? Tu me demandes, et qu'est-ce que tu me donnes en retour? Je lui demande, pour faire parler. Il me dit, écoute, ça dépend de ce que tu veux, mais de toute façon, on peut te donner ou un poste de préfet à l'île de la Réunion, ou alors on peut te donner aussi un poste de ministre, et attends-toi bien, si de toute façon Bardella n'aura pas la majorité, c'est le président qui va nommer le premier ministre, donc automatiquement il pensera à toi, et tu seras ministre de l'Outre-mer. Est-ce que vous, c'est pas possible ça? C'est Est-ce beau, que vous voyez comment je vais renier ma famille politique où je suis LR depuis 1979. Je n'ai jamais quitté les LR, et je vais aller pour un poste, soi-disant un poste. Est-ce que vous voyez comment il est descendu bas, M. Macron? Pour se permettre de demander à ses sbires de m'appeler en pleine nuit pour me demander de me désister en me donnant des choses mirobolantes. Tu vas être préfet, tu vas être ci. Mais moi, je m'en fous de tout ça, moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sur le tarmac, de défendre mes valeurs. Mes valeurs, c'est pas les valeurs de Macron. Non. C'est pour ça que j'ai fait ce tweet. Eh oui, non mais on sait que ça existe, mais c'est très intéressant et vous avez effectivement le courage et le civisme de le dire. C'est assez extraordinaire. On vous dit allez, désiste-toi et puis tu ne t'inquiètes pas, tu auras un poste, tu seras casé, quoi. C'est ça. Et en plus ce matin, sans te couper, j'entends Attal qui dit que c'est un mensonge. Mais moi, ce que je ferai, s'il continue comme ça, je vais mettre en ligne la vidéo. Je mettrai en ligne pour que tout le peuple se rende compte comment ils ont essayé de me faire comprendre que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors que Macron a plombé la France. Hein? C'est un monsieur qui a fait que il n'a rien fait du tout, il se prenait pour Jupiter, avec sa parole, ça suffisait, mais non, les Français ne sont pas si imbéciles que ça. Non, tu te permets de me démarcher en pleine nuit pour me dire, tu te désistes, on te donne un poste de préfet, on te donne un poste de ministre, mais c'est de la corruption qu'on appelle ça. Et Attal ose dire à la radio ce matin que c'est pas vrai, eh ben s'il continue comme ça, moi je mettrai l'enregistrement en ligne. Mais Babette de Rosière, je ne comprends pas, et vous dites qu'on vous a même fait des menaces aussi, enfin... Oui, des menaces, j'ai enregistré, parce qu'on m'appelle sous numéro masqué. J'ai des menaces, je suis allé à la gendarmerie, qu'on va me faire sauter la cervelle, que j'ai intérêt à regarder à gauche et à droite avant de rentrer chez moi. On sait où tu habites, on verra que des menaces terribles. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Moi, rien ne me fait peur. Mais Babette de Rosière, vous pensez, alors plus généralement, enfin, et ce climat politique est quand même sans mauvais, quoi. C'est vraiment, c'est pas sain tout ça. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas ça. Mais vous savez ce qui s'est passé, c'est que Macron, en prenant la décision de faire la dissolution, il pensait encore de sa petite tête de linotte qu'il allait pouvoir recréer un autre gouvernement. D'ailleurs, il a fait si vrai qu'il a dit qu'il a goupillé une grenade entre les pattes et on verra bien comment ça se passait. Il est pervers, ce monsieur. Mais il s'est trompé.
Il s'est trompé. Et moi, j'ai préféré me mettre dans un bloc de droite pour justement contrer les LFI. Parce que les LFI, vous savez, moi, c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, je pense que vous connaissez, un comité de salut public qui est géré par Mélenchon. Vous voyez? C'est un peu comme Robespierre et Danton. Non, je ne peux pas rentrer dans un parti comme ça. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas du tout. Moi, je suis à la région Île-de-France. Je vois comment ils sont quand on est en plénière. Ce sont des gens qui se détestent. Ils s'aiment pas du tout. C'est houleux. Et là, maintenant, on veut nous faire comprendre qu'ils se sont tous réunis, ils s'aiment, ils s'adorent, et ils prêtent l'évangile. Mais c'est complètement faux. Il faut que les Français ouvrent leurs yeux. Il faut que les Français comprennent où ils vont. Le seul parti qui peut faire quelque chose pour nous, c'est les LR et RN. Parce que là, au moins, on défend les intérêts de la France. Nous, on n'essaie pas de nous faire ni acheter ni rien. Il faut soutenir le pouvoir d'achat. Il faut mettre la France en ordre. Et puis, vous avez vu les migrants? Non, j'en ai rien contre. Mais en tout cas, ça plombe aussi la France. La santé, il faut s'occuper de la santé. Il y a plein de choses, l'économie. Il faut faire plein de choses. Et oui, beaucoup de choses à faire. En tout cas, vous avez vos opinions, vous avez votre parti, Babette de Rosière, vous avez votre courage, vos opinions, ce sont les vôtres, et surtout votre courage, c'est le vôtre. En tout cas, Babette de Rosière, je suis ravi de vous avoir entendu, et je crois que je ne suis pas le seul à être ravi. Et moi, je dis aux gens, dimanche, il ne faut pas hésiter à mettre dans l'urne le bulletin de Babette de Rosière, parce qu'il me faut être à l'intérieur pour défendre les Outre-mer et les autres. Si je ne suis pas à l'intérieur, je ne peux rien faire. Et pour que je sois à l'intérieur, il faut me donner la voix. On a voulu me faire partir, on m'a demandé de me désister. Je suis plus que jamais sur le terrain. Eh bien, comme vous voyez, c'est un film très connu de Brigitte Bardot, mais elle n'est pas la seule. Babette s'en va en guerre, et elle n'arrêtera pas. Tout à fait. Merci. À bientôt. Merci Babette de Rosière, et ça nous fait une belle transition pour embrasser peut-être tous les gens qui nous écoutent en Outre-mer sur YouTube et qui nous regardent, et merci à vous de nous écouter. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, puis on va revenir dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. Vous allez voir, il y a du Sandrine Rousseau au programme. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous transcrivons les immortelles paroles de la non moins immortelle Sandrine Rousseau, vous savez, qui fait notre bonheur, qui a été d'ailleurs réélue, il faut le dire, et félicitations au premier tour, députée ELV de Paris et membre du nouveau Front Populaire. Et elle était l'invitée d'une émission, on va en parler tout de suite, mais écoutez Sandrine Rousseau, il faut toujours écouter Sandrine Rousseau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Nous rappelez-vous, vous savez, amis de Sud Radio, auditeurs, auditrices Sud Radio, résistants de Sud Radio, vous savez que nous recevons très souvent l'économiste Marc Toiti, qui nous dit toujours, mais c'est fini, mais on est en récession, on va être comme la Grèce, la dette, 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne prend aucune, et on est là, et on se dit, mais on est ligoté. On est fichu, ça y est, les investisseurs étrangers vont se retirer, la BCE, l'euro va s'effondrer. Eh bien, Sandrine est arrivée, sans se presser, la belle Sandrine. Mais pourquoi vous dites, mais qu'est-ce qu'il a, Berkoff? Mais écoutez, voilà ce que Sandrine Rousseau a dit sur Boursorama, qui est une plateforme en ligne. David Jacot, interviewé par Dajavica le 2 avril dernier. Vous voyez, il y a donc 2 mois exactement. Et elle a dit ceci, on l'interrogeait sur l'économie, l'inflation, la baisse des crédits, enfin la transition écologique, le déficit public, la hausse des impôts. Et puis on a parlé, évidemment, David Jacot l'interroge sur la dette. Écoutez. On sait comment ça se passe, on a vu le cas avec la Grèce, c'est une autre histoire, mais quand les déficits explosent, après il y a des risques avec les investisseurs étrangers qui nous financent largement, qui financent les 150 milliards d'euros de déficit public, n'aient plus envie de nous prêter ou nous prêtent pour beaucoup plus cher. On le prend ce risque parce que... Je rappelle que le Japon est à 255% de son PIB en dette. La dette est détenue par des investisseurs domestiques, et pas étrangers. Oui, mais ça, on pourrait imaginer un système en fait de... Vous seriez favorable à ça ? Je pense qu'on pourrait très bien imaginer que la dette étant un enjeu collectif, nous devrions savoir
qui la détient et qui la maîtrise. Parce qu'on voit par exemple qu'il y a des pays étrangers on parle beaucoup de l'influence étrangère, on en parle dans les partis politiques, on en parle sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas de l'influence étrangère dans la détention de notre dette. Donc ça ce serait un axe très intéressant. Ils financent nos fins de mois aussi. Hein. On est bien content aussi qu'ils viennent financer. Oui, mais on pourrait très bien. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas. À contraindre les épargnants. Totalement, absolument. Et voilà l'économie, et voilà ce qu'il faut faire selon Sandrine Rousseau. Effectivement, c'est vrai, les étrangers les créanciers étrangers détiennent plus de 50% de la dette française, contrairement au Japon, où ce sont les Japonais qui la détiennent. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas tout le monde, alors on entend tout, depuis Bruno Le Maire, l'ineffable, à tous. Eh bien, Sandrine Rousseau a trouvé, mais il y a de l'argent chez les Français. Mais les Français ont de l'épargne. Attends, les Français, c'est vrai, mais ils ont travaillé pendant des années, des dizaines d'années, pour épargner, pour leurs vieux jours, ou pour leurs enfants, ou pour acheter une maison, ou pour avoir quelque chose. Eh bien, mais enfin, écoutez, il faut que ça revienne aux Français. Donc, on va leur prendre, voilà. Écoutez-moi bien, épargnants Françaises et Français, voilà. Si Sandrine est au pouvoir, Sandrine sait ce qu'il faut faire. Sandrine va vous prendre une partie de votre épargne, mais pour le bien du pays, bien sûr. Vous avez épargné, vous avez travaillé comme un dingue, vous avez essayé d'avoir de l'argent d'un peu partout, vous avez essayé de penser à l'avenir. Non, pensez à la France et pensez à Sandrine. Sandrine va passer, pas comme le marchand de sable, mais avec sa grosse cagnotte, son gros sac. Eh bien, donnez. Ce n'est plus les Restos du Cœur, c'est la Sandrine Rousseau du Cœur. Et je vous en prie, attention, soyez généreux les épargnants, s'il vous plaît. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Faites ce que je dis, faites ce que je fais. Eh bien, écoutez, là, dans la campagne, on a entendu quelqu'un. Oui, c'est un candidat. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas qui c'est, mais écoutez-le, franchement, ce qu'il dit, c'est à la droite du Rassemblement National. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau parti? Non, c'est pas Reconquête non plus. C'est qui? Écoutez. Il y a les immigrés, ceux qui n'ont pas envie de devenir français, qui veulent rester attachés à leur pays d'origine. De deux catégories. Il y a les clandestins. Et il y a ceux qui sont reconnus parce que ils ont un contrat de travail et une carte de séjour. Ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible. C'est malheureux pour eux, mais c'est la nécessité, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et les dispositions doivent être prises, elles ont été prises pour cela, pour qu'ils rentrent chez eux. Et puis il y a ceux qui sont là avec leur contrat de travail et leur carte de séjour. Est-ce qu'il y en a trop? Ce que je sais, c'est que dans les années qui ont précédé 81, il y a eu une formidable aspiration à faire venir chez nous des immigrés, sans doute parce qu'on les payait moins bien que les autres, moins bien que les Français, que les travailleurs français. On est allé les chercher par charter et par camion tout entier, on les a déversés en France, dans nos grandes usines, particulièrement de la région parisienne. Et ensuite, ces gens-là, ils se sont installés, ils ont fondé leur famille très souvent, ils ont parfois épousé des femmes françaises, ils ont vécu, et ça devient très difficile de les traiter sans nuance. Et pourtant, le gouvernement Mauroy a pris des dispositions pour faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, leur donnant certains avantages pour qu'ils puissent d'eux-mêmes partir. C'est-à-dire qu'il faut réduire le nombre, bien entendu. Mais il faut le faire dans le respect du droit et dans le respect des personnes. Voilà, vous avez entendu. Les clandestins, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et puis, ceux qui sont installés, il faut réduire le nombre, mais évidemment, dans les formes, etc. Et qui est ce candidat fasciste? Non, c'est François Mitterrand en 1988, pardon. François Mitterrand en 1988. Donc, j'attends dès aujourd'hui, quand même, et avant le vote, que Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui ont suivi Mitterrand et qui le portent au nu, je veux dire, et que les socialistes disent, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui voulait renvoyer les clandestins, en tout cas, et qui voulait réduire le nombre des migrants? Et nous parlons de lui du matin au soir. Et nous avons fait le Front populaire et nous l'évoquons. C'est pas beau, la contradiction dans les masses non laborieuses. En tout cas, c'est intéressant. C'est pour ça que ce message est à livrer, comme celui de Georges Marchais, il y a 40 ans.
alors que nous avons déjà livré. Voilà. Ça s'appelle la contradiction ou ça s'appelle faites ce que je dis, pas ce que je fais. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant. Il nous reste un bravo d'André Berkoff. Et puis après, on recevra Henri Guénaud. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, juste avant de recevoir Henri Guénaud, que nous sommes un plaisir toujours de le recevoir, vous allez écouter quelque chose qui ne date pas d'hier, qui date de 20 ans ou de 30 ans. Et vous allez écouter une des plus belles analyses de l'entre-deux électoral de ce que nous vivons aujourd'hui. Et pourtant, ça n'a pas été fait aujourd'hui. Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors voilà, c'est Raymond DeVos en 1979, donc avant les années 80 et les années Mitterrand. Écoutez. Parlons de la situation, parlons de la situation, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Voilà, si le gouvernement n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Ça n'a pas pris une ride, hein. Raymond DeVos en 1979, et on se demande d'ailleurs si Macron ne l'a pas écouté. On peut se poser en tout cas la question. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, vous avez été l'ancien conseiller, vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy et l'un des artisans, il faut le dire, de son accession à la présidence. Et vous êtes l'auteur le plus récent livre, vous en avez écrit plusieurs. À la 7e fois, les murailles tombèrent aux éditions du Rocher. Alors Henri Guénaud, vous vivez comme nous, effectivement, cette entre-deux tours. Vous avez vécu les élections européennes et on va pas faire des prédictions ici quand même, mais on assiste quand même à deux ou trois choses quand même qui sont frappantes. C'est ce clivage de plus en plus fort, cette haine, vous avez vu certains raps, certaines chansons, etc., ces invectives, je dirais pas ces violences, ces invectives, et puis ce côté, on a l'impression que ça, ce qui m'a frappé, c'est que depuis avant-hier, depuis les désistements de l'entre-deux tours, on entend, oui, je sais, ça fait pas plaisir, j'ai aucune envie de voter pour tel, mais il faut faire barrage à. Et puis, non, oui, je sais, je suis macroniste, mais je vais voter pour un communiste, mais oui, mais c'est comme ça, il faut choisir, etc. Cette espèce qu'on entend de Gabriel Attal à DSK en passant par Édouard Philippe, cette espèce de chant, je dirais, de chant presque lugubre, mais vous comprenez, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que ça vous inspire, Henri Guénaud? Alors d'abord, ce n'est pas nouveau. Je veux dire que ces tractations, manœuvres d'entre-deux tours pour les législatives sont un grand classique du scrutin uninominal à deux tours. Simplement, il y a des périodes ou des circonstances où elles sont moins supportables que d'autres. Et je pense que c'est le cas, c'est-à-dire que il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Les partis se parlent entre eux, les politiciens se parlent entre eux, font leurs affaires, leurs manœuvres, leurs calculs. Leur tambouille, oui. Voilà. Et personne ne parle des Français, personne ne se demande ce que nous disent les résultats des européennes et du premier tour des législatives sur l'état de notre société, sur à la fois l'état d'esprit, mais aussi la situation morale, matérielle
pays. C'est ça qui est le plus inquiétant finalement, parce que les gens ont voté pour quel que soit d'ailleurs beaucoup de gens ont voté pour dire on n'en peut plus, ça peut pas continuer comme ça. Alors ils ont voté soit pour le RN, soit pour les LRRN, soit pour l'extrême gauche, mais il y a dans tout ça quand même le cri d'une bonne partie des Français adressé à ceux qui dirigent, adressé à ce que le général de Gaulle appelait le système, qui est un cri qui veut dire mais nous sommes là, nous voulons vivre et vous ne répondez pas à nos attentes. Vous ne répondez pas. Répondez. Enfin, c'est un cri qui appelle à une réponse. Répondez. Et au lieu de répondre, on assiste aux habituelles manœuvres de la politique. Encore une fois, elles sont pas anormales, elles font partie de ce qu'est le jeu de la démocratie, mais là, en occultant tout le reste, elles posent quand même un vrai problème. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que en ayant fait la dissolution dans les circonstances, en ayant prononcé la dissolution dans les circonstances où elle a été prononcée, elle crée une situation qui est très problématique, parce que 20 jours pour organiser les élections, donc ça veut dire une semaine déjà pour désigner les candidats à la va-vite, on prend ce qu'on trouve. Je suis pas sûr que la qualité de la prochaine assemblée sera la meilleure qui soit, parce que on prend les candidats qu'on a sous la main, chacun improvise, bien ça prend une semaine, et puis ensuite il y a 15 jours de campagne, donc une semaine pour le premier tour, une semaine pour le second tour. Dans un tel laps de temps, on peut pas discuter réellement des visions des uns et des autres, des projets des uns et des autres. Voilà, donc on ne fait que de la politique partisane, on pourrait dire politicienne, et ce dont précisément les Français ne veulent plus, et dont ils viennent d'exprimer un rejet très profond. Mais deux choses, Henri Guénaud. D'abord, oui, vous disiez, c'est comme d'habitude, c'est vrai, mais il y a quand même une différence, en tout cas depuis déjà quelques temps, c'est que, comme vous le savez, depuis le quinquennat, les élections législatives suivaient les présidentielles. Et on avait tendance, effectivement, en choisissant tel ou tel président, de choisir une chambre qui lui permettrait d'agir et de gouverner. Là, pour la première fois, en tout cas depuis quelques temps, ce sont des élections totalement décorrélées de l'élection présidentielle. Est-ce que justement, compte tenu de ce que vous venez de dire, de ce qu'on voit, du ras-le-bol des Français, de se dire mais qui nous parle, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus les repères, est-ce que ça ne donne pas justement ce côté encore plus clivant et encore plus, je dirais pas violent, mais encore plus aigu de ces élections? Mais si, elle se situe dans un contexte de polarisation, de radicalisation des discours, des comportements, des attitudes, des attentes, encore une fois, des Français. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe, il faut pas regarder simplement le système politique, la vie politique, il faut regarder la société. Or, la société, elle est totalement occultée. Alors, et il se passe autre chose qu'on minore à mon avis beaucoup, c'est que l'élection présidentielle de 2017 a été un rendez-vous démocratique tronqué, ou biaisé, raté. Voilà, raté pour un tas de raisons qu'on connaît bien. L'épisode Fillon, etc. Voilà, l'épisode Fillon, les résultats, les conséquences des primaires des deux côtés bon, enfin bref, on peut pas dire qu'elles aient débouché, enfin ces campagnes présidentielles sur des débats minimum de sérénité, de clarté. Bon, voilà. Donc les choix ont été en partie très contraints. Premier rendez-vous raté, deuxième rendez-vous raté, 2022, où le président de la République ne fait pas vraiment campagne, où on joue sur le clivage ou sur le rejet ou la peur de Marine Le Pen. Bon, et où finalement, à la fin, l'élection se fait sans choix
politique réelle. C'est-à-dire qu'une partie des Français qui ont élu le président de la République ne voulaient absolument pas. C'est pas au second tour, on se fait toujours un peu violence pour dégager une majorité. Mais là, c'était une violence beaucoup plus forte que d'habitude. C'est-à-dire, il y a ceux qui ne voulaient pas de Madame Le Pen, mais qui ne voulaient pas non plus du président de la République. Bon, mais donc une partie des Français s'est sentie piégée. Ça a donné quand même, troisième rendez-vous problématique, les législatives d'après-présidentielles, qui n'ont pas dégagé de majorité absolue. Ce qui est la première fois depuis l'instauration du quinquennat. Et là, dans le contexte, juste après les européennes, en 20 jours, coincés entre les européennes, le 14 juillet, les Jeux olympiques, etc. Bon, dans un climat qui n'est franchement pas bon, qui s'est beaucoup détérioré depuis quelques années. Il était déjà pas bon avant, mais là, il s'est beaucoup détérioré. On va vers même s'il y a une forte participation, vers un troisième rendez-vous manqué, démocratique, manqué. C'est-à-dire que il n'y a pas de débat, il n'y a pas de vrai débat. Mais est-ce que le rendez-vous démocratique ne sera-t-il pas intéressant? Parce que après tout, quand même, revenons basiquement à Henri Guénaud. C'est des gens qui vont aller voter. Après, s'ils ne vont pas voter, tant pis pour eux. Oui, mais la démocratie suppose le vote un peu éclairé, c'est-à-dire pendant un temps, on débat, on discute. Alors il y a des passions ne sont pas absentes, mais et puis on fait un choix. Là, c'est un choix qui intervient en fond sans véritable débat. Donc c'est un choix qui est ancré enraciné dans les passions les plus violentes. Alors les passions, elles existent. De toute façon, évidemment, ça donnera un résultat qu'il faudra bien respecter, mais on y reviendra sans doute dans l'émission. Mais la légitimité du pouvoir qui sortira des urnes sera pas la même qu'après un débat j'allais dire serein, en tout cas un débat qui prend son temps. Un vrai débat. Voilà, un vrai débat démocratique. On va en parler tout de suite après une petite pause. Nous sommes avec Henri Guénaud, nous en parlons. On se retrouve tout de suite. L'état de la France, ou la France dans tous ses états. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Henri Guénaud pour décrypter effectivement les lieux, le paysage, le tableau dans son entièreté. Vous parliez justement du débat, de la nécessité d'un débat serein, et le moins que l'on puisse dire évidemment, c'est qu'on n'a pas eu le temps de l'avoir, si tant est qu'on pouvait l'avoir. Mais c'est vrai que par exemple, c'est assez étonnant, on parle à peine d'économie, on parle à peine d'Europe. Même Ursula von der Leyen et c'est bien. On parle de rien. On parle de rien en réalité. Et quand on parle d'économie, on fait des additions, des soustractions, de plans qui pour les uns et les autres ont été faits à la va-vite sur un coin de table. Enfin tout ça, on parle de rien. En réalité, on parle de rien. Là, votre indicatif là d'émission, là, c'est Français parlent au français. Là, il y a personne qui parle français. Je veux dire, qui parle au français de leur vie, de leurs problèmes. Et qui est capable d'articuler réellement des solutions, des réponses pour en sortir, parce que ça mérite une discussion. On vous dit voilà, mais j'ai 3 priorités, j'ai 2 priorités, mais d'accord, mais c'est enfin, on sort quand même. C'est pas quelque chose qui a commencé hier. Ça fait 40 ans que les choses se détraquent, que une partie des gens se trouve une partie de plus en plus grande de la population se trouve marginalisée. On parlait hors micro là de la carte des résultats, que ça soit l'élection européenne ou du premier tour. L'élection européenne, le Rassemblement national arrive en tête dans 93% des communes. Plus de 93. Ça n'est, à ma connaissance, jamais arrivé qu'un seul parti arrive en tête. Alors, ça fait pas une majorité d'arriver en tête, mais c'est quand même. À votre avis, c'est la première fois qu'un parti arrive en tête comme ça dans 93% des communes et dans tous les départements français, sauf l'Île-de-France. Sauf en Île-de-France. Bon. Mais voilà, et quand vous regardez dans le temps, vous voyez bien, vous avez les campagnes, vous avez
vous avez les villes moyennes. Et puis il faut regarder aussi dans les banlieues, dans un certain nombre de banlieues, l'autre protestation ou l'autre radicalisation. LFI, et donc, voilà. Donc tout ça la radicalisation, elle est très forte. Moi, on me dit souvent que la France se droitise, la France, elle se radicalise. Mais c'est pas la seule société. Regardez les États-Unis, regardez la Grande-Bretagne, regardez même l'Allemagne. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui monte dans toutes les sociétés occidentales, qui sont fracturées, qui ont subi les contre-coups. Alors, pour les pays européens, à la fois de la façon dont on construit l'Europe, de la mondialisation, où on a mis en contact des économies qui avaient des niveaux de développement, de protection sociale, etc., très différents. Donc et c'est vrai aussi pour les États-Unis. Encore une fois, le petit blanc trumpiste n'est pas une invention de Trump. Trump, c'est une conséquence. C'est l'Amérique périphérique. Ce qu'on appelle, ce que les élites méprisantes et condescendantes appellent le petit blanc. Mais c'est la révolte de ce petit blanc qui ne peut pas être méprisé, qui ne veut pas être méprisé de l'autre côté de l'Atlantique comme de celui-ci. Voilà. Et ce qui me frappe dans ce qui se passe en ce moment, c'est que au lieu d'essayer de se remettre en cause, parce que tout le monde a finalement sa part de responsabilité depuis très longtemps, au lieu de se remettre en cause, tout le monde cherche à instrumentaliser cette radicalisation, voilà, cette polarisation de la société. Et ça devient quand même très inquiétant, parce que si vous attisez en plus les braises, vous allez finir par mettre le feu. Est-ce qu'à votre avis, Henri Hénault, là, Mitterrand, j'allais dire un lapsus intéressant, est-ce que Macron a attisé les braises? Est-ce que Macron a mis de l'huile sur le feu? Avec avec la dissolution, oui, ça en a attisé, mais la dissolution, dans ce contexte-là, est un accélérateur ou un amplificateur d'opposition et de radicalité. Mais, encore une fois, il n'est pas tout seul, puisque tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met et sans se poser la question de savoir où on va comme ça. Si tout le monde devient... On sait pas où on va, mais on y va. Oui, oui, enfin, il y a quand même de quoi être de quoi très inquiet sur la suite, à la fois parce que les institutions s'affaiblissent, parce que la société, ce qui est déjà fracturé, se fracture encore plus, parce que l'agressivité, la violence monte. Vous savez, moi, je répète sans arrêt, aussi bien quand je viens chez vous qu'ailleurs, depuis des années, c'est une constante de l'histoire humaine, parce que la nature humaine, elle change pas. C'est que les sociétés trop divisées finissent toujours par essayer de rétablir leur unité par la violence. Bon, donc si on accentue les divisions et les fractures, on se rapproche encore plus de cette violence qui un jour finit toujours par sortir du ventre des hommes, mais quand elle sort, celle-là, elle dévore tout sur son passage. Et qui ne voit à quel point, depuis des décennies, et de plus en plus, la violence monte dans nos sociétés, dans la nôtre en particulier. Bon, donc instrumentaliser cette violence, instrumentaliser ces clivages est extraordinairement dangereux pour notre avenir commun. Voilà. Mais alors justement, Henri Hénault, rentrons dans le vif du sujet. Mais vous savez, ça nous renvoie à l'art de gouverner. On avait dit le nouveau monde, etc. On est dans le plus vieux monde, et notamment dans le plus vieux monde politique possible. Vous savez, diviser pour régner. Bon, mais diviser pour régner, ça marche un peu, mais ça finit toujours très mal, et c'est la plus vieille façon et la pire de gouverner. Je veux pas refaire l'histoire des dernières années, mais quand même, regardez parce qu'il y a une bombe identitaire, il y a une bombe migratoire, il y a tout ça. Bon, ça c'est vrai. Il y a aussi une bombe sociale. Il y a aussi une bombe sociale qui est en train de nous sauter à la figure. Pouvoir d'achat, voilà, pouvoir d'achat. Je pense que il y a ça m'appelle la dissolution de 97. La dissolution de 97, le pouvoir de l'époque pensait qu'ils allaient... Quand Chirac avait dissous, alors qu'il avait la majorité. Pensait qu'ils allaient gagner, qu'il y aurait plus de sièges, je m'en souviens très bien. Bon, et en fait, dans la population, il y avait la rancœur des réformes Juppé de 95, qui venaient quand même après une campagne auquel moi j'avais beaucoup contribué, c'était la campagne de Chirac sur la fracture sociale. Au lieu de Dom et Séguin, on nomme Juppé, et il y a les réformes de 95 qui mettent des millions de gens dans la rue, bloquent le pays jusqu'à ce que Chirac sonne la fin de la récréation, mais il y avait une rancœur
chez les gens qui n'étaient pas éteintes, voilà, et qui voulaient d'ailleurs, comme aujourd'hui beaucoup de gens ont une rancœur vis-à-vis du président de la République, avaient une rancœur vis-à-vis d'Alain Juppé, le Premier ministre. Ça s'est retrouvé la gauche s'est unie en quelques jours, alors que tout le monde pensait qu'elle s'unirait pas, comme aujourd'hui, et ça s'est traduit par un naufrage de la majorité en place. Bon, là, par exemple, la réforme des retraites, elle n'est pas oubliée, c'est-à-dire, c'est pas parce que les gens manifestent plus, elle est intériorisée, cette fracture. Même chez certains, les gilets jaunes ne sont pas oubliés. Mais non, parce que cette histoire-là, en fait, c'est la version électorale de grande ampleur des gilets jaunes. Voilà, c'est un mouvement de gilets jaunes électoral. Alors les gens vont pas sur les ronds-points, ils cassent pas les. Mais on verra ce que les gens cassent après. Mais pour l'instant, mais c'est ça, c'est parce qu'au début, les gilets jaunes, je laisse de côté la fin du mouvement avec. Mais au début, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont pratiquement jamais manifesté de leur vie, qui se sentent méprisés, oubliés, écartés, dont on s'occupe pas, et qui disent on est là, on existe, et qui à un moment donné disent nous on respecte plus les règles parce que vous nous respectez pas. Voilà. Mais Henri Guénaud, alors moi je voudrais vous interroger. On va parler Rassemblement national et on va parler effectivement à la gauche, etc. Moi, il y a une chose qui me frappe, quel que soit ce qu'on peut penser. Le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est, attention, tous disent, sauf le Rassemblement national, pas une voix pour le Rassemblement national. Bon, il y a eu 10 à 11 millions de Français qui ont voté pour ce Rassemblement national. Est-ce que ce sont tous des fascistes, des nazis ou des Waffen-SS? Franchement, la question pourrait se poser. Et surtout, franchement, pour le moment, moi, il y a une chose que j'ai pas compris qu'on pourrait dire avant. Où vous considérez, vous, que le Rassemblement national est un parti pas républicain, et à ce moment-là, il faut l'interdire. Enfin, je veux dire, c'est un peu tard pour le dire aujourd'hui. Ou alors, il joue le jeu démocratique, et vous devez aussi le jouer. Non? C'est ça que je comprends pas. Oui, d'ailleurs, cette question c'est souvent posée. Je veux dire, un parti qui veut renverser le régime, la République, la démocratie, on l'interdit. Bon, alors après, quand il commence à faire 25 à 30% des voix, ça devient très compliqué. Mais moi, je me souviens qu'il y a pas si longtemps, le Premier ministre disait, l'arc républicain, c'est tous les partis représentés à l'Assemblée. Voilà, sinon il faut faire la même chose pour LFI. Bon. Ces partis se sont développés, ils ont acquis des électeurs, des groupes parlementaires. Voilà, ils sont là, et d'ailleurs, ils font partie de la vie de la République. Hein. Moi, je peux comprendre qu'on n'aime pas le Rassemblement national, qu'on déteste les filles. Bon, très bien, tout ça. Vous remarquez quand même que on ne s'y oppose pas aux uns et aux autres sur le fondement de mesures ou de projets qu'on veut écarter. C'est sur une image qu'on les rejette. Hein. Sur une émotion. Voilà. Alors on peut avoir plein d'émotions. Enfin, tout ça est légitime, mais c'est frappant. Et l'argument. Je comprends qu'on puisse ne pas avoir envie de voter pour le Rassemblement national ou même faire des alliances contre. Pourquoi pas des barrages s'ils veulent, mais l'argument du fascisme et du nazisme aujourd'hui il n'y a sur la scène politique, bien sûr dans les candidats vous trouverez toujours des brebis galeuses, mais sur la scène politique française il y a des gens qu'on peut détester, il y a pas d'Hitler, il y a pas de Mussolini, il y a pas de Franco, il y a pas non plus de Staline. Il y a en revanche une société qui est aussi profondément en crise que l'étaient les sociétés européennes dans les années 30. Voilà, c'est ça la vérité. Le danger, il est là. Encore une fois, on peut détester Madame Le Pen. Après tout, chacun a le droit de détester qui il veut, mais dire la comparer à Hitler, si vous voulez, c'est absurde, mais ça ne fait qu'accroître. Enfin, ce type d'argument ne fait qu'accroître la tension parce que une bonne partie des lecteurs le prennent pour eux. Enfin, 12 millions de Waffen-SS. Et puis surtout, et puis surtout, ça. Vous savez, c'est toujours l'histoire du camp du bien et du camp du mal. Hein. Bon. Oui, mais ça, c'est dramatique dans la politique internationale, c'est dramatique dans la politique nationale. Parce que le camp du bien, le problème, c'est que le camp du bien, il peut tout se permettre. S'il est le bien. Le bien peut tout se permettre. Et c'est là que commence le problème. Même des saloperies. Des saloperies ou des fautes. Ou des fautes graves. Des fautes graves.
Sans parler de saloperie, moi... On se retrouve tout de suite après une petite pause, avec Henri Guénaud. Et c'est passionnant, on essaye d'aller vraiment de creuser ce qui se passe, et ce qui se passe est très préoccupant. Avec Henri Guénaud et avec vous, bien sûr, au 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes évidemment toujours et plus jamais avec Henri Guénaud, et nous essayons d'analyser ce qui se passe, non seulement à propos des élections, mais dans cette société française, parce que on a tendance à... Il faut toujours rappeler cette phrase de Cocteau: il est temps que les miroirs réfléchissent. Et si on a un miroir qui réfléchit en ce moment, c'est bien celui-là. Justement, Henri Guénaud, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose où on est frappé de voir deux choses, on en parlait hors antenne. D'abord, l'extraordinaire, ce n'est plus la multipolarité, ce n'est plus l'éclectisme, ce n'est plus le communisme, c'est le n'importe quoi, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec des gens qui, en fait, sont d'accord sur pratiquement rien, mais qui se disent, étant donné que la situation, il faut, je vais voter, ou votez, vous Français, en vous bouchant le nez, parce que c'est vraiment ça l'image qu'un certain nombre de caciques nous conseillent. Comment réagissent les gens? Comment réagissent le citoyen? D'abord, je pense que la plupart des Français se moquent des consignes électorales. Ça fait bien longtemps. Ça marchait un peu quand la France avait un paysage politique très structuré, avec des affiliations anciennes, souvent familiales. Bon. Mais là, c'est terminé depuis longtemps. Enfin, le désistement est un acte politique. Bon, il réduit le choix, très bien. Mais après, le vote, c'est un acte personnel, et les Français, je crois, n'ont plus du tout envie de se laisser dicter quoi que ce soit par la classe politique, même par les gens pour lesquels ils votent, parce que d'abord ils ont plus confiance, ils se sentent assez grands pour exprimer eux-mêmes leurs idées. Donc je suis pas convaincu que les consignes de vote vont changer grand-chose. Sans doute les désistements un peu, puisque le choix va être plus réduit, mais les consignes de vote, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, le système électoral étant ce qu'il est, les Français vont décider, et il y aura un résultat. La question est de savoir si ce résultat, au fond, ne sera pas problématique, quel qu'il soit. Vous voulez dire pas de majorité absolue? Qu'il y ait une majorité absolue, qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Au fond, ça va être très compliqué pour une raison très simple, qui est que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que depuis une bonne quarantaine d'années, on a cessé de resserrer le carcan dans lequel on a enfermé nos politiques publiques, et qui a mené à des politiques qui finissent par se ressembler, en tout cas qui sont ressenties comme assez semblables, quel que soit le résultat des élections. Alors il y a eu des moments... c'est sûr qu'en 2008-2009, ça a été différent, par exemple, parce qu'il y avait la crise financière, et qu'à un moment donné, on a ouvert le carcan. C'est quand même ouvert par la force des choses. Mais sinon, si on regarde dans la durée, si on ne peut pas changer quoi que ce soit. Alors après, il y a les gens qui veulent changer tout casser, il y a les gens qui veulent changer à la marge. C'est l'Europe. Quand vous dites qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit, c'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est tout un système. C'est l'Europe, la mondialisation, donc les traités de libre-échange, les juridictions, la hiérarchie des normes, etc. Bien. Donc, si on ne peut rien changer, après, il peut encore une fois y avoir des versions radicales, ou des versions moins radicales, mais peut-être plus raisonnables. Si on ne veut absolument rien changer, on va faire exactement la même chose, ou presque, que ce qu'ont fait les prédécesseurs. Bon. Et donc, personne ne va répondre aux attentes fortes de ceux qui ont exprimé ces attentes très fortes. Et ils étaient 70% aux élections, là. Et oui, ils sont allés beaucoup voter. Bon, et je pense que ça dépasse même les votes les plus radicaux. Cette attente, elle est très, très grande, très, très fortement majoritaire
dans le pays. Bon, donc si on change rien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ceux qui vont arriver au pouvoir vont perdre leur base sociale, leur base populaire, leur classe moyenne inférieure, même les classes moyennes, parce qu'on n'aura pas répondu à leurs attentes. La question est de savoir où vont aller ces classes populaires et ces classes moyennes si on ne répond pas à leurs attentes, parce que on peut pas changer de cadre. Et on ne le peut pas dans les circonstances actuelles. C'est ça le piège terrible de cette dissolution. Ouais. C'est le piège terrible. Donc, où iront-elles? Moi, ma conviction, c'est qu'elles iront pas vers plus modéré, elles iront vers bien plus radicalisé. Nous ne connaissons encore ni la forme de cette radicalisation, ni son visage, mais je le répète partout et tout le temps, il n'est pas sûr que le visage de cette radicalisation soit très rassurant. Voilà. Mais Henri Guénaud, je ne sais pas quel sera comme vous, on ne sait pas ce qu'elle reste ce visage radicalisé. Ça c'est pour après. L'inquiétude elle est pour après. Nous sommes d'accord, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on voit les tractations, les désistements, pardon, je répète, je dis ça. Moi, à titre tout à fait personnel, je trouve que le désistement, très bien, mais demander aux Français, même s'ils suivent ou n'y suivent pas, mais je trouve ça presque une obscénité. Mais en quoi vous considérez les Français comme un petit troupeau de Playmobil lobotomisés qui ne savent pas ce qu'ils veulent? On leur dit oui, attention, pas une voix ceci, pas une voix cela. Je sais que c'est pas nouveau. Enfin, moi, faut arrêter. Si ça marche, ils vous diront qu'il faut pas arrêter, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Je pense que c'est contre-productif. Après, chacun peut avoir le jugement. Moi, j'essaye d'éviter de prendre parti dans cette campagne. J'ai mes idées, je voterai comme je veux. Je voudrais amener. Vous ne prenez pas parti publiquement. C'est pas ça. J'ai pris mon parti intérieur, mais je voudrais essayer d'apporter une parole qui soit au-delà de l'affrontement de la campagne. Hors antenne, excusez-moi, je vous interromps parce que hors antenne m'a dit une chose. Quid des gens qui auront l'impression qu'on leur a volé alors, mais ça, c'est notre problème. C'est pas le problème des consignes de vote. Si les Français les suivent, ils les suivent. Je veux dire, bon, moi, je suivrai pas, mais je pense que la plupart ne les suivront pas, et que, il y a des obscénités en politique, il y en a toujours eu, au fond, ça, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, il est, dans le fait de savoir si la politique qui sera menée, qu'elle soit, après les élections, en fonction des choix des Français, pourra répondre aux attentes alors qu'on pourra pas bouger le cadre pour l'instant, en tout cas, et dans les circonstances actuelles. J'espère qu'un jour on va pouvoir y arriver, mais cette dissolution n'offre pas, à mon sens, cette opportunité. Et la deuxième, c'est ce qui va se passer après le 8. C'est-à-dire que si des combinaisons de parlementaires font que il ressort de l'Assemblée, ce qui est la tentation d'un certain nombre de gens, une coalition qui ne correspond pas, qui est en décalage par rapport au résultat de l'élection, c'est-à-dire au fait de savoir qui a gagné, qui est sorti vainqueur de l'élection, même si c'est avec une majorité relative pas considérable. Et si les Français ont le sentiment que par ces combinaisons parlementaires, on leur a volé l'élection, enfin en tout cas c'est une partie de ces Français, alors on va vers des moments très difficiles, parce que ces Français-là ne leur pardonneront pas et ne reconnaîtront pas la légitimité. On va se retrouver dans des situations peut-être pires que ces situations américaines où une partie des gens ont du mal à reconnaître la légitimité des élections. Je pense que pour moi, c'est une faute à éviter. Il y a deux fautes à éviter. Pour ce qui est de certains partis, de trop taper sur les institutions, parce que quand il n'y a plus les institutions, si celle de la Ve République s'effondre, il restera plus de cadre pour maintenir cette société qui est en train de partir en vrille. Et d'autre part, éviter la faute qui consisterait à essayer de détourner de manière ou d'une autre, même si c'est parfaitement légal, de détourner le sens. Oui, mais il faudra bien un gouvernement, il faudra bien un gouvernement, il faudra bien une union, il faudra bien une mobilisation. Henri Guénaud, je crois que nous avons On aura Laurence qui nous appelle juste après cette petite pause. Restez bien avec nous, 0826 300 300, on est avec Henri Guénaud jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, toujours avec Henri Guénaud. On parle de ces élections législatives et puis nous avons Laurence qui nous appelle depuis la Normandie. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Guénaud. Voilà, moi je suis une ancienne RPR. Ah, bravo. Je n'ai pas voté depuis très longtemps. Et là, je vais vous dire, quand j'ai vu Monsieur Ciotti qui s'était allié, là je suis allée voter. J'ai voté pour un député LRRN parce que j'ai pas envie que les RPR disparaissent. Et quand je vois ce qui se passe cette semaine là, entre LFI, les écologistes et la Macronie, est-ce que vous ne pensez pas que M. Ciotti quand même a fait un bon choix et un choix courageux? Il a fait. Bon, il a fait un choix. Moi, je partage pas ce choix sur la méthode, mais je suis plus LR, hein, donc je regarde ça de l'extérieur. Je suis plus parce que ce parti, hélas, n'a plus rien à dire aux gens et est écartelé entre la tendance qui veut aller chez Macron, la tendance qui veut aller au RN. Et je pense aussi que quand on est devenu petit et qu'on s'allie à très gros, on disparaît, on est avalé par le très gros. Voilà. Mais ça c'est mon choix personnel. Après je pas donner des bons points ou des mauvais points aux uns et aux autres. Mais sur le fond. Voilà. Non, mais sur le fond, moi je rêve de reconstruire le RPR. Voilà. C'est parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait l'UMP? Toute la base populaire du RPR, elle est partie. Cet espace politique a été occupé progressivement par le Rassemblement national, qui avait d'abord, il faut s'en rappeler, qui avait d'abord pris la base populaire quand c'était le Front national du Parti communiste. Bien sûr. Voilà, hein, les premiers à partir. Les ouvriers et tout, la classe les premiers ouvrière. à partir, c'était les électeurs du Parti communiste. Bon, ensuite il a pris la base populaire, une partie des classes moyennes, et de plus en plus, il a occupé l'espace politique qu'occupait le RPR. Dont le programme en 86 sur l'immigration et l'islamisme était très clair. Faut pas réduire juste l'histoire du RPR rien qu'à cette période. Je rappelle simplement. Mais le RPR avait une histoire, avait une culture. Ça a commencé à se gâter quand on a assisté à ce qu'on a appelé la jupéisation du RPR, auquel Pasqua, Séguin et Maurotra et quelques autres Mesmer, se sont opposés, mais sans succès, hélas. Donc pour vous, le LR, c'est fini? Très franchement, sous cette forme, oui, c'est-à-dire que sous cette forme, c'est quoi? C'est devenu c'est devenu au mieux un mouvement libéral conservateur, mais qui n'a pas d'originalité particulière, qui n'est plus ancré, parce qu'on a mis ensemble des gens qui au fond n'avaient pas de ciment, ni idéologique, ni historique. Bon, voilà, c'est un fait, hein, c'est un fait, et on voit bien à quel point il est écartelé entre ceux qui veulent rester totalement indépendants, ceux qui veulent aller dans la Macronie, ceux une partie étant déjà partie, hein, dans la Macronie, depuis 2017. Ça n'a pas commencé avec Éric Ciotti, et une autre partie vers le Rassemblement national. Moi, je pense que l'équilibre de la politique française ne peut pas se passer et d'un mouvement, on va dire, gaulo-bonapartiste qui s'inscrit dans une très vieille tradition, dans un imaginaire collectif, et un parti socialiste héritier de Blum, de Jaurès et du socialisme humaniste, aussi, héritier de Blum et de Jaurès, qui a disparu. Avec le Front populaire, on en est quand même à déboulonner, c'est Mélenchon qui a fait ça, grande surprise, à déboulonner la statue de Léon Blum quand même. En racontant n'importe quoi sur ce personnage qui est un personnage très respectable et très estimable de notre histoire politique, enfin pour ce qui me concerne. Voilà. Donc moi je vais pas donner des bons points et des mauvais points. Je dis simplement que chacun votera comme il entend dans ces circonstances-là, avec les choix qui nous sont proposés. Après, je crois que ça ne va rien résoudre du tout. Voilà. Dans les circonstances où nous nous trouvons. Je crois que nous avons... Oui. Mais vive la renaissance du RPR. Hein, Chantal qui nous appelle depuis Bastia, où on a appelé à faire barrage au Rassemblement national aussi. Gilles Simeoni qui a appelé. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour, mais moi je vote pas dans la première circonscription, je vote dans mon village dans la deuxième. D'accord. Donc nous, il n'y a plus de RN. Elle s'est désistée toute seule. Donc comme ça, c'est réglé. Voilà, débarrassé d'un choix moral lourd de conséquences. Oui, enfin moi, je me culpabilise pas. Je non, mais c'était ironique.
Ah oui, je sais bien. Mais bon. Alors, allez, Chantal, on vous écoute. Alors, écoutez, vous parlez du RPR. Moi, je demande à tous vos auditeurs d'écouter le discours de Chirac en 79, où il était contre l'Union européenne, quand il y avait un vrai programme, et ce qui est même par rapport à Maastricht, d'écouter Philippe Séguin en 92 à l'Assemblée nationale, qui est quand même un discours mais exceptionnel. Nous sommes d'accord, oui. Tous ces gens-là, nous ne les avons plus à droite. Là, les partis qui se présentent, ils sont tous européistes. Donc, tous ceux qui peuvent proposer de la droite, de la gauche, de toute façon, avec l'Union européenne, ils n'arriveront à rien. Et l'état de la France, elle est comme sont nos politiques. Quand on voit que LFI se désiste face à Madame Borne, 23-49-3, devant Darmanin, que M. Mélenchon se gargarisait sur tous les médias en parlant de violence policière, entre guillemets, des gilets jaunes, de la réforme des retraites. Ces gens-là ne valent rien. Alors j'espère que tous les auditeurs voteront pour la France, voteront en leur âme et conscience, parce que alors là, on a touché le fond. Alors, je diverge avec vous sur un point, c'est que nous n'avons pas encore touché le fond. Il est optimiste, Henri. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est une société qui est en train de se défaire, comme la plupart des sociétés occidentales d'ailleurs, et la nôtre en particulier. Donc, on n'a pas touché le fond. On est en train d'affaiblir les institutions. On est en train tout le monde est en train d'instrumentaliser les radicalisations, les oppositions, les violences, etc. Voilà. Et vous parliez. Moi, je m'arrête moins là sur les histoires de désistement et même sur les discours des uns et des autres qui n'ont au fond aucune importance. En revanche, ce que vous disiez sur l'Europe, il n'y a pas que l'Europe. Hein, il y a la façon dont on parle de l'Europe, de la mondialisation, on a ce qu'on a fait de la mondialisation, ce qu'on a fait. Un pays qui ne maîtrise plus ses frontières est un pays qui n'est plus un pays, enfin qui n'est plus une nation. Voilà, la question est de savoir comment on fait sans vouloir absolument tout casser, parce que ça serait absurde, mais comment on fait pour retrouver des marges de manœuvre qui nous permettent de choisir à la fois notre modèle de société, notre type de démocratie, notre façon de vivre. Voilà, et pour ça on a besoin de la politique, et on a besoin que la politique retrouve les leviers qui lui permettent de gouverner. Oui, mais c'est pour ça que la façon dont ça ne peut pas sortir de ce contexte d'aujourd'hui. Donc chacun va voter en fonction de l'idée qu'il se fait de l'intérêt du pays, mais les circonstances actuelles ne nous permettent pas d'espérer que deux résultats de cette élection et de ce qui va se passer juste après. Oui, mais il est minuit, docteur Guénaud. Oui, mais c'est pas moi je suis pas le maître des horloges. Hein. Le maître des horloges, il se trouve à l'Élysée, puis voilà. Et justement, le maître des horloges nous dit qu'on n'a plus trop de temps. Alors on a un accueil Manuel rapidement de Seine-et-Marne. Bonjour Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour, oui. Alors déjà, première chose, merci de me laisser passer à l'antenne. Et je voulais dire à votre interlocuteur, je pouvais pas le voir à l'époque où il était avec Sarkozy. Il n'empêche qu'aujourd'hui son discours va comment dirais-je, il est frappé au coin du bon sens. Bref, pourquoi j'appelle aujourd'hui? J'ai voté au présidentiel pour LFI, ensuite j'ai voté pour le RN, tout sauf Macron. J'ai voté aux législatives pour le RN car je voulais un député RN. Lorsqu'ils ont voté toutes les lois macronistes ou européistes, j'ai même écrit à mon député qui sincèrement, ils se sont, comment dirais-je, débinés face à toutes les lois à la con, excusez-moi du terme. Et aujourd'hui, j'entends que les LFistes vont faire voter pour Macron. Le RN, c'est tous des démons, c'est tous des satans. Et je vais vous dire, j'ai oublié de commencer par ça, je suis noir. Hein. Donc, vous vous demandez peut-être la pertinence de ce truc-là, mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, on n'est pas tous des bafonnets. Et si aujourd'hui je veux voter pour le RN, c'est pour les mettre face à leur responsabilité. Exactement, parce que c'est bien beau de crier à l'Assemblée, c'est nul, mais finalement on ne va rien faire au moment opportun. Et donc là, aujourd'hui, sachant qu'ils sont tous européistes, j'attends de voir ce qu'ils vont faire, sachant qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit.
en restant dans ce système. Merci Manuel. Henri Guénaud, on est malheureusement arrivé de la fin de l'émission, mais on reviendra, il y a tellement de choses à dire. Le mot de la fin, en fait, ce que vous dites quand même, c'est là, dans les circonstances actuelles, dans la structure, ça va être très difficile de changer profondément quoi que ce soit. On va rien changer profondément quoi que ce soit, dans la mesure où, dans le meilleur des cas, il y a une cohabitation. Bon. Et donc on peut pas faire trancher le peuple, on peut pas. Quoi qu'on pense du programme des uns et des autres, encore une fois, hein, voilà, il y a, vous avez deux pôles en guerre contre le système. Les deux pôles, pas seulement de partis, mais de citoyens. Ce vote est un vote anti-système, encore une fois, au sens où le général de Gaulle entendait le système sous la 4ème République. Hein. C'est un système de pouvoir, voilà, qui a plusieurs dimensions. Et donc, le système va évidemment résister. C'est voilà, clair. donc dans ce contexte-là, de ce qui se passe là, ne sortira pas une solution miracle. On voit bien d'ailleurs que certains l'ont compris, chacun ayant des positions. Mélenchon a parfaitement compris, mais le RN l'a parfaitement compris. Pas de solution miracle. Mais ça sortira pas de là. Voilà. Mais là, tout ça va quand même avoir des conséquences. Qui sont des conséquences très graves, à mon sens, parce qu'elles entraînent l'affaiblissement des institutions, le désordre et probablement la violence au bout, si on ne fait rien pour répondre aux attentes des citoyens. Alors, tout le monde va être au pied de ses responsabilités, et notamment tous les dirigeants, tous les responsables. Et on verra si les murailles continueront de tomber. Pour l'instant, elles tombent. Peut-être faut-il qu'elles tombent complètement pour reconstruire. Voilà. Merci Henri Guénaud. Merci Henri Guénaud d'avoir été avec nous. Justement, je le rappelle, ce livre, à la 7e fois, Les murailles tombèrent, aux éditions du Rocher. Merci André Berkoff, on se retrouve demain pour la dernière de la saison déjà entre midi et 14h. Donc soyez bien à l'écoute sur Sud Radio. Tout de suite Brigitte Lahaye, à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.